Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Jacques Attali. Jacques Attali, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, la pandémie de Covid-19 et les mesures qui ont suivi, qui ont été mises en place par les gouvernements, que ce soit d'ailleurs dans les démocraties ou dans les États dits illibéraux, ont instauré une forme de règne de la peur qui, on dirait que ça tétanise les citoyens. Est-ce que selon vous, être prêt à renoncer à beaucoup de liberté pour ne pas mourir, euh, est-ce que selon vous, il est sain d'être prêt à renoncer à beaucoup de liberté pour ne pas mourir, mais au final pour cesser de vivre? Et est-ce que c'est Non, monsieur, je ne crois pas que ce soit le cas. Peu de gens sont prêts à accepter la mort inutile et se soigner est la meilleure façon de le faire. Je préfère qu'on accepte des contraintes pour guérir plutôt que des contraintes pour mourir. Donc aujourd'hui, les contraintes qu'on nous oppose, qu'on nous impose et qui auraient pu être encore bien moindres si on avait agi mieux auparavant, et sont malheureusement nécessaires. Je ne pense pas que l'exemple brésilien ou indien montre que la liberté conduit au suicide sans réponse. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ces mesures sont avant tout mises en place pour masquer la déconstruction progressive de nos systèmes de santé, si on ne parle là que des démocraties occidentales? Non, monsieur, les démocraties occidentales ont un bien meilleur système de santé que la Chine, qui est un désastre, qui a provoqué cette pandémie et qui n'est pas capable de fournir ni des tests, ni des masques, ni des vaccins à sa population, mais qui casse les vrais chiffres. Donc, les démocraties occidentales sont, face à cette pandémie, en moins mauvaise situation que qui que ce soit d'autre. J'ajoute que la Corée du Sud, qui a adopté le modèle occidental, est encore meilleure. Vous avez écrit un papier intitulé Se faire vacciner contre le mensonge, dans lequel vous semblez inquiet que les citoyens en Europe, notamment, se détournent petit à petit de la démocratie. Pour quelles raisons est-ce qu'ils le feraient? Ils le feraient par, par, par sentiment qu'un autre système imaginaire serait meilleur, par acceptation du totalitarisme et par refus obscur de la liberté que la démocratie contient, et en se jetant dans les bras de sauveurs imaginaires. Le fait que de plus en plus des instances mondiales ou européennes, comme la Commission européenne, qui ne sont pas élues, influencent en profondeur les décisions des États souverains. Est-ce que ce n'est pas un marqueur du fait justement que la démocratie échappe petit à petit à ses citoyens? Monsieur, vos questions ne sont pas des questions, ce sont des partis pris. La Commission n'est pas sans base démocratique, elle est choisie, ce sont des hauts fonctionnaires choisis par des hommes politiques élus eux-mêmes. Donc, on ne peut pas dire que c'est comme si vous disiez qu'un préfet ne représente pas la démocratie. C'est la même chose. De même, le Conseil européen peut changer la Commission comme il l'entend. Donc, on ne peut pas dire que ces gens-là, comme vous dites, sont une négation de la démocratie. Ils sont des représentants des hauts fonctionnaires choisis par des élus. Vous évoquez dans la continuité de la pandémie d'autres crises à venir, climatiques, politiques, écologiques, mais aussi sanitaires, et vous pensez qu'il faut encourager pour y faire face des solutions mondiales. Mais est-ce que ces catastrophes, passées comme présentes, ne révèlent pas une forme d'échec de la mondialisation et un nécessaire retour vers le local plutôt qu'une extension du global sans limite? Tout à fait le contraire. Cette pandémie a montré qu'il n'y a pas de solution à la pandémie qui ne soit globale. De même qu'il n'y a pas de solution au climat d'une façon locale. Ce n'est pas en installant des éoliennes en Bretagne qu'on va résoudre le problème de l'effet de gaz à effet de serre, même s'il est évident qu'il y a beaucoup de questions qui doivent être traitées de façon locale, qui méritent de l'être, qui supposent des solutions locales, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des problèmes qui sont globaux. Il y a les deux. Récemment, vous avez publié une histoire des médias et vous dites notamment que l'information libre est menacée. J'ai envie de vous demander par qui est-elle menacée, notamment à une ère où les GAFA, mais aussi les instances gouvernementales ou les grands décideurs économiques bloquent un petit peu l'information des citoyens. Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise information? Et j'ai envie de dire Non, on ne quel peut pas regard dire que les GAFA bloquent l'information des citoyens, c'est inexact. Ceux qui bloquent l'information des citoyens, ce sont ceux qui contrôlent les réseaux sociaux, ceux qui contrôlent, c'est-à-dire les gens qui mettent des fausses nouvelles sur ces réseaux sociaux, c'est ceux qui, les propriétaires des médias
qui les orientent d'une façon particulière, dans lequel il y a évidemment dans les dictatures des systèmes totalitaires, mais dans le système capitaliste, malheureusement, l'essentiel des médias est possédé par des entreprises privées qui les orientent. Chacun de nous est responsable. Chacun de nous a un rôle à jouer pour que l'information circule et soit la vraie, pour lutter contre la fausse nouvelle. Vous, comme journaliste, votre rôle principal, à mon sens, est de lutter contre les fausses nouvelles. Et quel regard vous portez sur les médias dits alternatifs ou alors qui se revendiquent, un peu comme le nôtre d'ailleurs, non mainstream? Je ne sais pas ce qu'est votre média. Peut-être ai-je tort de m'exprimer en lui, puisque je ne connais pas le contenu, mais vos questions m'inquiètent par leur côté un peu conspirationniste. Donc, je ne veux pas juger en général. Je pense qu'il y a la place pour tous les médias, à condition qu'ils défendent et promeuvent la vérité. Je vous remercie, monsieur.